Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première conférence débat exceptionnelle. Alors, en ce nouveau confinement, alors que nous ne pouvons plus voyager, nous avons décidé chez Ictus Voyage de vous apporter à domicile toute la richesse de ce que nous vous proposons de vivre au cours de nos voyages culturels depuis 21 ans, de vous apporter chez vous notre expertise terrain. Et vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel. Vous êtes plus de 180 à nous suivre, à être connectés, à nous suivre en direct actuellement. Alors ce soir, nous partons en Arménie pour une actualité brûlante, une actualité douloureuse. Nous sommes particulièrement touchés, d'abord parce qu'il s'agit de la première nation chrétienne, touchés également parce que nous y avons des amis avec qui nous travaillons depuis 15 ans dans le cadre d'Ictus Voyage. Touché également parce que la France et l'Arménie ont des relations étroites depuis longtemps et parce que aussi nombreux sont nos compatriotes qui ont des origines arméniennes. J'en profite d'ailleurs pour saluer affectueusement et chaleureusement Vera qui nous regarde et dont le grand-père était originaire de Choucha. Alors il y a 26 ans se terminait cette première guerre avec l'Azerbaïdjan qui permit à l'Arménie de revendiquer le Haut-Karabakh, une partie du territoire azéri, et d'obtenir la création du corridor de Latchine reliant l'Arménie au Haut-Karabakh. Récemment, ce 27 décembre dernier, l'Azerbaïdjan a déclenché à nouveau les hostilités, appuyées en sous-main par la Turquie. Plus récemment, il y a 3 jours, dans la nuit du 9 au 10 novembre, Poutine en personne a lui-même annoncé l'accord de cessez-le-feu. Alors pour nous aider à mieux décrypter les différentes réalités qui se jouent dans cette partie du Caucase, je suis heureux de vous présenter ce soir nos 4 intervenants. Au préalable, permettez-moi de vous rappeler qu'au terme de cette conférence débat, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos intervenants. Pour cela, vous disposez d'un petit module en bas de votre écran qui s'appelle, selon les versions de Zoom, qui s'appelle Converser ou Chat. Permettez-moi également de vous rappeler que cette conférence débat est organisée en partenariat avec la revue Conflit, revue passionnante de géopolitique, passionnante et très très bien documentée. Également, grâce à vous, ce soir, 10% du prix du billet reversé à l'association L'Œuvre d'Orient, qui est une association remarquable qui, depuis des décennies, vient en aide aux chrétiens d'Orient de façon très concrète. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de retrouver nos intervenants. Alors, je vais vous les présenter les uns après les autres. Tout d'abord, Frédéric Pons. Alors, Frédéric est journaliste, il collabore notamment à la revue Conflit. Il est professeur à Saint-Cyr et il a écrit plusieurs livres, dont une remarquable biographie de Poutine, sur Poutine, que je vous conseille, et également un livre sur le martyre des chrétiens d'Orient. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Thierry. Également, nous accueillons Vahe Termination. Alors, Vahe est journaliste freelance. Il revient tout juste du Haut-Karabakh et nous donnera son témoignage terrain. Il collabore à la revue France-Arménie et a écrit un livre qui s'intitule Arménie, chronique de la Troisième République. Bonsoir et merci d'être avec nous. J'accueille également Tigran. Tigran est journaliste, il collabore lui aussi à la revue Conflit. Il est chercheur associé au CF2R et il a écrit en 2015 un livre Arménie à l'ombre de la montagne sacrée. Bonsoir Tigran. Bonsoir Thierry. Voilà, je suis très 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 heureux et touché d'accueillir, j'allais presque dire, une invitée surprise qui a accepté de se coucher tard ce soir puisqu'elle est en direct de Yerevan. Il s'agit de Marina Sargsyan. Marina a 42 ans. Elle est chef d'entreprise. Elle dirige une agence réceptive avec laquelle Ictus Voyage collabore depuis presque 15 ans. Et je la remercie d'avoir accepté de nous donner son témoignage
concret de ce qui se passe là-bas. Bonsoir Marina. Bonsoir Thierry, merci beaucoup. Merci, un grand merci d'être avec nous. Alors j'ai envie de commencer par toi Marina. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ce mois et demi de guerre à Yerevan? Tu sais, je voulais commencer par le fait que je fais partie de la génération qui a vécu déjà le conflit de 88 et la guerre de 91 à 94, c'est-à-dire la première guerre du Haut-Karabakh. Donc, je ne pouvais jamais m'imaginer que tout ce que j'ai vécu dans mon enfance pouvait être répété, mais d'une autre façon. C'est-à-dire via les gens qui sont maintenant à l'âge, peut-être à mon âge, qui a vécu à l'époque la même situation, qui vont revivre tout ça. C'était presque inimaginable parce qu'on ne pouvait pas réaliser qu'une guerre d'une telle ampleur pouvait recommencer. Le jour quand j'ai reçu en fait le coup de téléphone de ma mère qui m'a annoncé en pleurant que la guerre a commencé, ça a été vraiment, je ne sais pas, un choc inimaginable. Au bout de quelques minutes, plusieurs annonces via les réseaux sociaux, via des appels coup de téléphone qui nous arrivent et qui nous disent de suite, il faut se mobiliser parce qu'il y a des familles, des réfugiés qui arrivent du Haut-Karabakh, des mères avec des enfants, des grands-parents, etc., qui n'ont pas d'hébergement, qui n'ont pas de nourriture. Il faut trouver des hébergements, des nourritures, des habits, tout ce qu'il faut pour le minimum quotidien, quoi. Donc, on s'est mobilisés tous pour pouvoir trouver quelques solutions. Et ils étaient dispersés à peu près, il y a plus de 80 000 personnes peut-être, je ne sais pas exactement, qui sont dispersées partout en Arménie. Avant-hier, on est allé voir dans une maternelle, les gens, une vingtaine de personnes étaient obligées d'être hébergées dans une maternelle tant qu'il n'y a pas de place. Donc, il fallait trouver des matelas, plein de choses. Mais après, tout ce qu'on pouvait être... c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait apporter une aide pareille à ceux qui étaient réfugiés en Arménie, il fallait être mobilisé pour apporter quelque chose à notre armée, à nos soldats qui combattaient non seulement contre l'armée azérie, parce qu'au début on y croyait uniquement que c'est l'armée azérie, mais on a découvert qu'il y a la présence turque par l'armée turque, on a découvert après qu'il y a les djihadistes dont le terreur, en fait, entendre qu'il y a des djihadistes qui se battent sur le même terrain contre les Arméniens, donc on ne pouvait pas imaginer ça. Au bout de quelques jours, on entend parler qu'il y a aussi des Pakistanais, des Afghanais, bon, bref, ça a été un cauchemar à vivre. Pour toutes les femmes sur place à Yerevan et partout en Arménie, dans des centres culturels, dans les instituts, dans les écoles, il y avait des endroits où il fallait y aller parce qu'il y avait plusieurs machines à coudre, pour coudre des imperméables par exemple, pour faire les nœuds pour les grilles qu'il fallait mettre sur les positions dans l'armée, etc. Donc on était tous compliqués là-dedans. En dehors de tout ça, à partir du deuxième jour, il y a eu l'appel pour être enrôlés pour ceux qui veulent, pour les volontaires, à part l'armée. Moi, je ne sais pas, je me sentais un peu pas assez investie dans ce que je faisais. Et donc, j'ai décidé, moi aussi, en tant que femme, même si le service militaire en Arménie n'est pas obligatoire, d'être enrôlée en tant que volontaire. Moi, je me considérais toujours une pacifiste, mais je ne pouvais jamais m'imaginer que je peux aller faire un truc pareil. Mais au bout d'un moment, quand j'ai vécu toutes ces images que j'avais vécues pendant mon enfance, de voir les images des Arméniens massacrés dans la ville de Bakou, la capitale en Azerbaïdjan, donc je me suis dit, il faut que je puisse protéger ceux qui veulent vivre sur place, quoi. Et donc, il y avait des exercices militaires qu'on avait commencé à être investis pour être entraînés pour 12 jours, pour être appelés après par le ministère de la Défense. Bon, ça ne s'est pas arrivé parce que la tournure, en fait, le fil de la guerre a eu une autre, peut-être, suite. Mais en tout cas, on était prêts tous à partir. On était, que dans mon groupe, on était 200 femmes à être prêtes à partir pour combattre et pour protéger. Oui. Tout à fait. Alors justement, Vae Termination, vous revenez, enfin il y a quelques semaines, vous étiez dans le Haut-Karabakh. Qu'est-ce que vous ressentez de cette actualité forte là, de ce que vous avez vu sur le terrain?
Alors, il y a l'actualité actuelle, comme on peut dire, avec les derniers événements, mais je crois que ce qui peut intéresser, c'est plutôt mon témoignage de ce que j'ai vu sur le terrain. Alors, aller couvrir un conflit, une guerre, c'est pas facile. C'est une ambiance particulière d'arriver dans un pays en guerre, mais alors particulièrement en période de pandémie mondiale, au moment où le monde est entièrement focalisé sur les élections aux États-Unis. Moi, je suis allé en Arménie, j'y étais du 2 au 27 octobre, tout à fait précisément, et je me suis effectivement rendu au Kharabakh. Alors peut-être qu'on peut remettre la carte. Je suis allé, le point d'entrée pour rentrer au Kharabakh, c'est la ville de Golis en Arménie, qui est au sud de l'Arménie, et puis vous voyez, Kapan est un peu au nord, là, c'est Golis. Et c'est à partir de là qu'on pouvait le plus facilement rentrer en Arménie par un couloir qui s'appelle le couloir de la Chine pour aller ensuite pénétrer à l'intérieur du Karabakh par une route montagneuse qui traverse des choses comme ça. Donc, je suis allé là-bas plusieurs fois, enfin plusieurs, 5-6 fois, faire des allers-retours entre Golis et Stepanakert et Chouchi, qui est Stepanakert, qui est la capitale du Haut-Karabakh. Et c'était quand même une période un peu difficile, pour le moins, parce que c'était au moment des bombardements assez intenses, et c'était tellement intense qu'en pratique, on avait beaucoup de difficultés pour pouvoir travailler sur place. C'est-à-dire tout simplement pouvoir sortir des abris physiquement, hein, parce que on était en état d'alerte quasi permanent. Mais ce que je retiens de tout ça, moi, c'est une image, c'est plutôt une image de l'arrière, c'est ces dizaines de réfugiés que j'ai vus, dizaines de familles de réfugiés que j'ai vues à l'arrière. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est en discutant avec ces réfugiés, c'était des femmes, des enfants et des vieux. Et en fait, toutes ces familles avaient leur homme sur le front. Et ça, c'était sidérant. C'est-à-dire, on voit beaucoup des images de réfugiés qui sont tout à fait dans des conditions de matériel déplorables dans l'actualité. Et là, on n'est pas dans une situation comme celle-là. Mais par contre, psychologiquement, la terreur des familles de voir leurs fils, familles aussi qui sont dans les abris, hein, qui restaient au plus près, qui restaient parce que leurs hommes étaient sur le front, c'était une vision assez terrible parce que finalement, tous les hommes du Karabakh étaient mobilisés pour la guerre. Alors, Tigran, moi j'ai envie de vous poser une question. Depuis le cessez-le-feu, il y a des manifestations à Yerevan. On aurait pu s'imaginer que c'était une bonne nouvelle. Comment vous interprétez ces mouvements assez importants à Yerevan? Disons que ce cessez-le-feu a été imposé au pouvoir arménien avec un couteau dans la gorge au Premier ministre Pachinian. Le souci, c'est que là, on ne parle pas d'un cessez-le-feu, mais d'une capitulation en rase campagne. Et les informations qu'on avait pendant toute la semaine précédente, la fin de la semaine précédente et le week-end étaient absolument contradictoires. Et on a commencé à avoir très peur le week-end dernier lorsque on a compris que le verrou stratégique du Haut-Karabakh, la ville de Chouchi, qui est un haut lieu symbolique pour les Arméniens, qui est l'ancienne capitale du Karabakh, était réellement menacé. Et donc, on a voulu s'accrocher à l'espoir que Chouchi allait tenir. Et puis, quand on a appris que Chouchi, finalement, était tombé, et plus tard, quelques heures dans la nuit, le Premier ministre Nicole Pachinian, qui annonce en catimini, c'est-à-dire sur sa page Facebook, qui signe un cessez-le-feu excessivement douloureux pour les Arméniens, ça a provoqué une immense onde de choc. Une immense onde de choc en Arménie tout entière, car à mon sens, on n'était pas préparé à avoir, on n'avait pas l'information déjà sur le contenu de ce document qu'il faudrait qu'on aborde tout à l'heure. Donc effectivement, ça explique que le pays est complètement ébranlé. On a l'impression qu'on vit des heures absolument sombres qui ne sont pas sans évoquer ce que les Azéris avaient connu en 1993. En fait, on vit ce que les Azéris ont connu il y a 27 ans, lorsque les Arméniens avaient des victoires militaires éclatantes, et l'ambiance à Bakou était absolument chaotique, et elle avait conduit à la chute du président azerbaïdjanais de l'époque, M. El-Chibey, qui a quelques points communs avec M. Pachinian, l'actuel Premier ministre. Alors oui, là, nous sommes très inquiets sur le risque de discorde, voire de guerre civile larvée entre les partisans de Nicole Pachinian qui
qui conserve une certaine base populaire, mais surtout les opposants qui veulent des boucs émissaires, qui veulent sa tête, qui veulent que des têtes tombent. Et effectivement, la situation est pour le moment très inquiétante aujourd'hui en Arménie. Alors nous reviendrons sur cette réalité de politique intérieure, mais j'ai envie de poser une question à Frédéric Pons. Finalement, Frédéric, qui sont les gagnants, qui sont les perdants de ce conflit d'un mois et demi? Alors, en préambule, avant de répondre à ta question, Thierry, je crois qu'avec mon regard d'occidental, d'européen, on voyait venir ce conflit. Tigran a très bien dit que les Arméniens vivent en ce moment ce que les Azéris ont vécu en 1993-94. Or, en réalité, on voit bien que depuis ces années-là, depuis la victoire arménienne de 1994 contre l'Azerbaïdjan, les Arméniens se sont endormis. Les Arméniens se sont payés de mots, d'illusions, se sont bercés d'illusions en croyant que cette victoire de 93-94 était acquise. Pendant ce temps-là, et quand on allait en Azerbaïdjan, on s'en rendait très bien compte, grâce au profit du pétrole, à l'argent du pétrole et au régime de fer de Bakou, eh bien l'Azerbaïdjan s'est reconstruit notamment une armée, et n'a pas cessé d'acheter des armements extrêmement efficaces, de haute technologie, au moment où l'Arménie continuait à vivre avec ces vieux armements de l'époque soviétique. Et donc, il y a un déséquilibre qui s'est fait tout au long de ces années, qui à un moment devait produire fatalement une fracture. Et cette fracture est apparue là, fin août, début septembre, quand les Azéris ont commencé à mobiliser les troupes. Et un autre facteur qui annonçait cette guerre terrible, c'est le jeu de la Turquie. On va y revenir. La Turquie, avec Erdogan en pleine renaissance géopolitique et militaire, a saisi l'occasion de ce conflit pour se réinvestir dans cette région et pour montrer au monde qu'il faut compter aujourd'hui avec Ankara, avec les Turcs. Alors, ce combat, cette guerre perdue par l'Arménie aujourd'hui, est une vraie tragédie parce qu'il y a des victimes militaires et victimes civiles, des morts, des tués, des dizaines de milliers de gens qui ont dû fuir leur pays. C'est un peu ce qu'ont vécu les Azéris, effectivement, en 93-94. Et s'il fallait, en allant vite, désigner des gagnants et des perdants, premier grand perdant, c'est évidemment l'Arménie, les Arméniens d'Arménie et du Haut-Karabakh. Les perdants aussi dans cette affaire, ce sont les Européens, c'est la France, c'est l'humiliation d'une certaine façon d'Emmanuel Macron qui s'était porté un peu en avant de la communauté européenne dans cette affaire et qui n'a rien pu faire et qui s'est tu et qui a laissé faire cette bataille jusqu'à la déroute des Arméniens. Et puis les grands gagnants, ce sont bien sûr les Azéris, l'Azerbaïdjan qui reconquiert des territoires perdus en 1994. C'est la Turquie qui se montre puissante dans cette région et c'est la Russie qui, par le jeu très subtil de Vladimir Poutine, a su laisser l'Arménie s'affaiblir tout en la soutenant quand même pour revenir dans le jeu et imposer la paix russe avec ce contingent de soldats de la paix, d'interposition russe dont on reparlera. Le jeu de la Russie, ami allié de l'Arménie, c'est aussi un jeu très, très fin. Vladimir Poutine fait de la grande politique dans cette affaire-là parce qu'il est aussi un grand vendeur d'armes à l'Azerbaïdjan. Et il est ami et allié de l'Azerbaïdjan tout en étant l'ami et le protecteur aussi de l'Arménie. Et donc, les grands gagnants, on pourrait dire, pour résumer, l'Azerbaïdjan, la Russie et la Turquie. Alors, on a dessiné là quelques points de faiblesse de l'Arménie, notamment militaires, notamment en politique intérieure, mais peut-être, Tigran, est-ce que vous pouvez, tout le monde n'a pas forcément une connaissance bien précise de ce qui s'est joué dans la Première Guerre et aujourd'hui, peut-être nous expliquer brièvement la nature de ce deuxième conflit au regard de ce qui s'était passé dans les années 88-94.
Eh bien, disons que nous avons une différence assez conséquente dans la nature de cette guerre que certains observateurs qualifient de conflit de 5e génération. Alors, j'ignore ce que c'est que les 4e et 3e générations. Peut-être que Frédéric est mieux placé que moi pour nous éclaircir. Mais effectivement, ce qui était évident, c'était la profonde asymétrie en termes de rapport de force et en termes de matériel déployé par les belligérants. Les Arméniens ont eu tort de ne pas se préparer à ce conflit, car c'est une armée de défense, l'armée du Karabakh, c'est une armée de tranchées qui n'a pas d'outils aériens pour faire face à des armes modernes. Je veux parler des drones israéliens et des drones turcs, puisque l'Azerbaïdjan est en fait équipé à 60% en matériel par l'État d'Israël dans le cadre d'un accord géostratégique pétrole pour caricaturer, pétrole contre armement. Et donc, ce sont ces drones, notamment, mais pas que, qui ont donné à l'Azerbaïdjan une pleine supériorité de l'espace aérien, notamment. Et donc, on a très bien vu qu'au cours des premières semaines du conflit, de l'agression turco-azérie, puisque l'armée turque, les forces spéciales turques, étaient à la manœuvre et avaient planifié depuis cet été donc, les opérations, les défenses arméniennes ont été profondément atteintes dès les premières semaines du conflit par ces drones kamikazes, par l'emploi aussi d'armes non conventionnelles prohibées par le droit humanitaire international. Je veux parler des armes à sous-munitions, des bombes au phosphore blanc qui ont fait des ravages considérables, non seulement auprès des cibles militaires, mais aussi des populations civiles du Karabakh. Donc, à l'évidence, la partie était jouée d'avance par l'Azerbaïdjan qui, pour mener à bien ce projet de reconquérir tous les territoires qu'elle avait perdus en 1994, s'est allié de la Turquie qui, soit dit au passage, est quand même la deuxième armée de l'OTAN, l'OTAN qui a laissé faire, l'OTAN qui n'a pas désavoué son allié, plus 2000 djihadistes recrutés par les officines de l'État turc en Syrie, en Libye, au Pakistan, plus soutien total de l'État d'Israël. Alors là, on a une sorte d'attelage un peu hétéroclite. Israël qui considère l'Azerbaïdjan comme un adversaire de l'Iran, qui considère l'Azerbaïdjan comme une base arrière aussi contre l'Iran. Donc, aider, renforcer l'Azerbaïdjan, pour Israël, ça veut dire aussi affaiblir l'Iran. Donc, vous voyez, en face de l'Arménie, la petite Arménie, qui est un État vassal de la Russie, qui a une relation des plus asymétriques avec la Russie, on voit bien que il y avait un immense déséquilibre en termes de rapport de force. Vahe, vous revenez du Haut-Karabakh. Qu'est-ce que vous avez remarqué en termes de force militaire? On a parlé, et peut-être Marina, tu pourras aussi témoigner, mais on a parlé d'armes chimiques. Marina me témoignait que beaucoup arrivaient à Yerevan ayant fui cette réalité. Qu'est-ce que vous avez observé sur le terrain? Sur le plan militaire, je peux difficilement en parler. Enfin, d'abord, les armes chimiques, enfin plutôt ces bombes au phosphore blanc qui sont pas en fait au phosphore, paraît-il. Elles ont été employées après mon départ. Et puis, bon, il faut savoir que dans les premiers temps de la guerre, justement à cause de ces drones, les journalistes étaient totalement tenus à l'écart des opérations militaires. C'est pas seulement parce que il est interdit évidemment de photographier des tentes, des choses comme ça. On s'engage plus ou moins à ça, les journalistes qui sont sur le terrain. C'est un gentleman agreement en quelque sorte, mais il y a le fait qu'on est tenu à l'écart et c'est une pratique nouvelle dans cette région-là et qui est due justement à l'usage des drones et au fait que tout simplement les services de presse de l'armée sont absolument pas capables de garantir la sécurité d'un groupe parce qu'à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit, eh ben, on peut recevoir une bombe. Alors là, en quelque sorte, journalistiquement, la chance est venue du fait que les villes elles-mêmes sont devenues des terrains de confrontation dans lesquels justement il y avait des bombardements. Et voilà, ce que j'ai vu, c'est des technologies, ces drones qui sèment la panique parce que un drone, c'est pas simplement comme un avion où on arrive, on bombarde. Un drone vous suit. Vous êtes en voiture, le drone va vous suivre et vous pouvez faire autant de tournants que vous voulez jusqu'au moment où il pourra vous rentrer dedans. Et on ne le voit pas venir parce qu'il peut être très haut, genre, certains volent à 8 000, je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne sais pas, mais ils sont très hauts et donc c'est une menace comme ça absolument permanente. J'ai discuté effectivement avec des soldats qui en étaient du front
et en particulier ces volontaires qui venaient d'Arménie, qui étaient des gens qui avaient fait leur service militaire, qui avaient été pilotes de tanks, d'armement en quelque sorte conventionnel, ou qui avaient participé au combat en 92 et 94, et qui là se retrouvaient face à une débauche d'armement, parce que ce conflit, quand même, on a pu le suivre sur Internet, je crois qu'on n'a jamais vu, à ma connaissance, un conflit comme ça dans lequel on peut observer des images croisées de bataille, on n'a jamais vu ça, je crois, dans l'histoire, puisque c'est deux forces plus ou moins d'égale d'importance. On voit des tanks qui frappent de l'un côté, de l'autre côté, on voit comment ils frappent, voilà. Et puis là-dedans, ces armements qui dépassent évidemment les capacités d'un simple fantassin, c'est-à-dire non seulement des drones, mais des lance-roquettes multiples dans lequel les grades, les fameux grades, le grade lance-missile des orques de Staline qu'on appelait, ce sont des petits jouets à côté de ça, parce qu'ils ont une portée monstrueuse et ce sont des calibres absolument gigantesques, ou alors qu'ils envoient des bombes à sous-munitions qui sont en fait des missiles qui larguent des petites munitions qui tombent par terre et qui font des dégâts. Et ça a été aussi en pleine ville, hein, dans les zones d'habitation. Ça, on l'a vu. Hein. On l'a vu. Donc évidemment, là, le sentiment des soldats, c'était en quelque sorte de ne pas savoir comment faire face, comment aider, voilà, parce que de toute manière, il n'y avait qu'à se cacher pour pouvoir, ou alors céder la place à des militaires beaucoup plus qui existaient, hein, côté arménien, pour pouvoir répondre sur ce terrain de confrontation-là. Donc on est passé à une autre technologie de la guerre, dans laquelle l'image aussi joue beaucoup, parce que de chaque côté, il y a les propagandes des ministères, ce que les gens savent, comme dans toutes les guerres, hein, ceux qui ont vécu la guerre le savent très bien, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Hein. En réalité, il y a des rumeurs, il y a des choses comme ça, mais la seule information que les gens possèdent, c'est les images qui sont envoyées, diffusées par le ministère de la Défense et les communiqués, et c'est sur cette base qu'on doit essayer de raisonner en confrontant ça aux quelques témoignages que l'on peut avoir pour donner crédibilité ou non à tel ou tel type d'information, et en souhaitant que ce qu'on a pu vérifier ait une portée générale, en quelque sorte. Et voilà, et au final, cette guerre de l'information et cette guerre de l'image, on peut se poser la question si elle n'a pas joué sur le résultat final aussi et sur la réaction aujourd'hui des armées. Alors, à vous entendre, cette asymétrie militaire dans ce conflit très vite est apparue. Et j'aimerais t'entendre, Marina, peut-être, tu es une jeune femme, tu l'as dit toi-même, pacifiste. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans cette formation pour aller sur le front? Qu'est-ce qui a poussé ta génération à être prêt à aller se battre, compte tenu de cette asymétrie militaire? Vous avez cru dès le début que le conflit pouvait tourner à l'avantage de l'Arménie. Quel est ce ressort qui t'a poussé à vouloir aller au front? Ton micro est éteint, Marina. À vouloir aller au front, c'était le fait de ne pas se laisser seul parce qu'on savait qu'il y a une asymétrie énorme et que les hommes, nos hommes, en fait, nos soldats, ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir combattre devant une armée aussi nombreuse, composée, comme on a dit, à zéro turco-djihadiste. Donc, il fallait qu'on soit tous présents. Au début, on était parti sur une naïveté qu'on peut avoir la même image, c'est-à-dire avec nos armes qu'on possède, combattre contre une armée aussi forte militairement. Au bout de 5 jours, par exemple, lors de nos exercices, parce qu'il y avait aussi des psychologues qui travaillaient avec nous pour nous faire comprendre comment on va vivre cette situation, parce que tu pars avec l'enthousiasme, avec la volonté, mais tu ne sais pas sur quoi tu tombes en fait. On a commencé à comprendre la gravité de la situation. Il y avait beaucoup de gens qui, au bout de 7 jours, par exemple, ont commencé à hésiter, à ne pas se sentir assez fort pour continuer. Et on savait très bien qu'il est fort possible, presque à 80%, vu la situation avec les drones, etc., qu'on ne va pas pouvoir retourner. C'est-à-dire, mais malgré tout, c'était une forte envie, un cri d'âme d'y aller pour pouvoir protéger, pour être sur place. Voilà. C'était surtout ça, sachant très bien la situation. Alors, dans cette asymétrie, il est bon de rappeler que la Russie avait un accord de défense avec l'Arménie.
Et on a un peu l'impression, c'est peut-être une question pour Tigrane, on a un peu l'impression que la Russie a un peu lâché l'Arménie. On entend dire qu'il y aurait eu un différend entre la Russie et le Premier ministre Nicole Pachian. Qu'en est-il? Comment Toujours, la réalité de la politique intérieure a pu jouer aussi dans… oui, toujours est-il que la Russie, il y a eu une guerre en 2016, ça on ne l'a pas dit tout à l'heure, une guerre qui a duré 4 jours, en avril 2016, et dont l'objectif de l'époque était le même qu'aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a une question, quel est l'enjeu de cette guerre? L'enjeu pour l'Azerbaïdjan, c'est de changer ce statu quo qui lui est insupportable et de récupérer des territoires par la force, par les moyens militaires, puisque par la voie des négociations dans le cadre du groupe de Minsk, il n'y avait aucun résultat probant. Donc, pour ce qui est de la relation arméno-russe, j'ai parlé aussi d'asymétrie, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment. Il faut savoir qu'en 2018, l'Arménie a connu une révolution de velours qui a été conduite par un journaliste quarantenaire, un jeune journaliste donc post-soviétique, qui a grandi dans l'Arménie indépendante, Nicole Pachinian, et qui n'est pas un homme, on va dire, d'État, qui n'a pas le sens politique ni qui pratique une sorte de politique de rue, puisque c'est un homme qui est d'excellente qualité d'orateur. Et c'est comme ça aussi qu'il a pu galvaniser en fait ses troupes et pouvoir remporter cette révolution pacifiquement. Vu de Moscou, on a senti une certaine friction puisque tout au long des premiers mois depuis son accession au pouvoir, Nicole Pachinian a fait la chasse contre les anciens barons, les anciens dignitaires de l'ancien régime, dont l'ancien président, lui-même originaire du Karabakh, Robert Kocharyan, un proche de Poutine. Il s'en est pris à Kocharyan parce qu'il avait une affaire à régler. Kocharyan est responsable de beaucoup du pillage et de l'impéritie de l'État. Mais aussi, le problème, c'est que il y a d'autres responsables arméniens proches du Kremlin qui ont été aussi visés par les foudres de Nicole Pachinian, ce qui a créé un sentiment de profonde méfiance de la part des Russes. Et quand les Russes sont méfiants, bon, ils ont fait payer, si vous voulez, à Nicole Pachinian cette politique erratique qui a comment dirais-je, profondément affecté la confiance que les Russes avaient vis-à-vis des Arméniens. Donc, en quelque sorte, Nicole Pachinian paye, et les Arméniens avec, le prix de cette politique, mais il n'est pas le seul responsable. Encore une fois, on n'est pas là pour désigner tous les responsables, les boucs émissaires. La relation, je crois que le problème, c'est que vous voyez, les cadres dirigeants de l'Arménie actuelle qui ont entre 35 et 45 ans, donc ce sont des gens qui sont essentiellement de la génération de l'indépendance, la génération de Marina Sargsyan, ne connaissent pas ou ne connaissent plus les codes du Kremlin. Vous voyez, la mentalité, c'est déjà, on peut savoir le russe, mais encore faut-il connaître et décoder leur langage. Je crois que la profonde faiblesse de ces dirigeants, de ces responsables politiques qui étaient plus cooptés par leur fidélité que par leur talent, par Nicole Pachinian, ont agi avec un certain amateurisme. Et cela a beaucoup affaibli la diplomatie arménienne, alors qu'en face, l'Azerbaïdjan a bien mieux manœuvré par ses moyens, le fait que c'est une dictature, c'est plus facile, c'est un régime autoritaire, par le fait que les Azéris ont une relation avec les Russes qui est plus facile parce qu'ils ont d'autres leviers, ils n'ont pas que la Russie, ils ont l'Iran au sud et surtout ils ont cette alliance avec la Turquie, mais ce n'est pas non plus si facile, enfin je veux dire, c'est pas noir et blanc. Donc les Arméniens payent, je crois, aussi cette entre guillemets immaturité politique et cette absence de sens de l'État, puisque la principale faiblesse de l'Arménie aujourd'hui, c'est l'absence de culture étatique. L'Arménie, c'est un peuple qui a très tôt perdu son indépendance, donc qui a toujours été à cheval entre plusieurs empires, perses, ottomans, après russes, ottomans, et donc en Arménie, on n'a pas cette culture de l'État. Et je crois que c'est là un des principales fragilités de ce pays qui est déjà très très mal entouré, qui a des ennemis mortels et des vrais faux amis. Alors, restons quelques instants sur la Russie. Frédéric, est-ce que ce qui vient de se passer signe le grand retour en force de la Russie ou au contraire, il y aurait une grille de lecture d'un certain affaiblissement de la Russie au détriment de la Turquie? Quelle peut être la bonne lecture de… Alors, je crois d'abord que la Russie n'était jamais partie de cette région. Elle regardait ailleurs peut-être ces derniers temps, notamment vers la Syrie, vers la Méditerranée, vers l'Europe.
vers les États-Unis, mais la Russie considère le Caucase comme son arrière-cour, et aussi bien la Tchétchénie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan sont des pays, des zones d'intérêt stratégiques pour la Russie qu'elle ne quitte pas des yeux et qu'elle ne quitte pas même militairement, puisque en Arménie stationnent encore aujourd'hui, depuis des années, 4 000 à 5 000 soldats russes le long de la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Ce qu'on peut dire, c'est que là, la Russie, avec Vladimir Poutine, est revenue un peu plus précisément, fortement, politiquement dans le jeu, en imposant ce cessez-le-feu sur les lignes atteintes par les Azerbaïdjanais. Le combat ne pouvait plus durer, autrement c'était Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, et l'ensemble du Haut-Karabakh qui allait être occupé par les forces azéries. Les Arméniens n'avaient plus le choix, il fallait s'arrêter, Poutine l'a compris, il sauve d'une certaine façon le Haut-Karabakh, même amputé d'un certain nombre de territoires, et il donne satisfaction à l'Azerbaïdjan. En cela, c'est très fort. D'un autre côté, il reprend la main aussi sur la Turquie, qui s'était montrée extrêmement proactive dans ce conflit et qui pouvait marquer des points si on ne l'avait pas arrêté. Là, Poutine arrête, mais un coup d'arrêt temporaire à cette volonté géopolitique impérialiste de la Turquie. En cela, la Russie marque un point important. Il y a un aspect que nos amis arméniens n'ont pas évoqué, et j'ai envie de l'évoquer, quitte un peu à les froisser, c'est que l'Azerbaïdjan, dans cette affaire, sur le plan du droit international, est dans son droit, parce que le Haut-Karabakh, donné, alors pour des raisons diverses, à l'Azerbaïdjan en 1921 par les Soviétiques, au moment des indépendances, ce Haut-Karabakh est un territoire qui appartient à l'Azerbaïdjan au regard du droit international. Il ne faut pas l'oublier. Alors, il y avait un statut d'autonomie, c'est vrai, mais quand la première guerre là, jusqu'en 1993 se déclenche, les Arméniens du Haut-Karabakh défendent leur territoire, mais vont conquérir d'autres territoires azéris, d'où ils vont expulser toutes les populations azerbaïdjanaises, jusqu'à ces derniers temps. Et c'est pour ça que la Russie, dans cette affaire, a apporté un soutien mesuré à l'Arménie et au Karabakh, parce que tout simplement le droit international donne raison à l'Azerbaïdjan. Il y a eu en 1993 5 résolutions du Conseil de sécurité votées à l'unanimité, donc avec la Russie, par le Conseil de sécurité, qui demandaient à l'Arménie de se retirer du Haut-Karabakh, de libérer les territoires pris à l'Azerbaïdjan et d'en revenir à l'inviolabilité des frontières. La Russie est très attachée à ce thème du droit international. Elle l'avait dit à plusieurs reprises, notamment quand l'OTAN et le camp occidental a fait la guerre à la Serbie en 1999 pour détacher le Kosovo de la Serbie. La Russie avait dit « Attention, vous êtes en train de violer le droit international ». Et bien là, dans cette affaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Russie s'est mise dans le camp du droit international, et ce fameux accord de défense avec l'Arménie qui aurait pu jouer, qui aurait pu entrer en scène, c'était impossible pour Moscou, tout simplement parce que le Haut-Karabakh est un territoire de l'Azerbaïdjan et la Russie ne pouvait pas faire la guerre à l'Azerbaïdjan pour lui voler un territoire. Elle peut soutenir politiquement l'Arménie, mais elle ne pouvait pas s'engager pour récupérer le Haut-Karabakh des mains de l'Azerbaïdjan. Ça a été tout le dilemme et assez finement joué par Poutine pendant toutes ces quelques semaines de négociations jusqu'à l'arrêt des combats ces jours derniers. Alors Tigrane, je sens que vous avez envie de… Oui, non, mais l'idée, c'est pas un débat, parce que, en fait, moi, je pense que c'est important de compléter et de nuancer les propos de Frédéric, sur lesquels je ne vais pas contester les résolutions. Il y a 2 principes de droit international qui s'opposent dans ce conflit. Le principe de l'intégrité territoriale que l'Azerbaïdjan met en avant sur la scène internationale versus le principe du droit à l'autodétermination de la population autochtone arménienne du Haut-Karabakh, puisque la question du Karabakh,
Si on pouvait la résumer en une phrase, c'est la question du droit d'un peuple à vivre librement de son gré, puisque juridiquement, en fait, il y a matière à débat, puisque le Karabakh, en fait, si vous voulez, c'est un territoire qui n'a jamais fait partie de l'État de l'Azerbaïdjan indépendant. Je dis bien de l'Azerbaïdjan indépendant. Le Karabakh, c'est une région qui a été arbitrairement détachée de l'Arménie à l'époque soviétique par Staline en 1921, dans le cadre de la politique des nationalités, diviser pour régner dans le marche de l'Empire, donc affaiblir les nationalismes dans les marches de l'Empire soviétique. Et de tout temps, le Karabakh, les Karabakhtis, les Arméniens, ont souffert de l'occupation azérie et ont voulu revenir dans le giron de la mère patrie. Ils n'ont pas pu le faire. Et finalement, vu qu'ils n'ont pas réussi à obtenir ce rattachement à l'époque soviétique, et au moment où l'Union soviétique était en désintégration, dans un processus de désintégration, ils se sont autoproclamés, ils ont déclaré le droit à l'indépendance, non pas vis-à-vis de Bakou, mais vis-à-vis de Moscou, dans toute l'égalité. Donc, vous voyez, le Karabakh s'est détaché, si vous voulez, non pas de l'Azerbaïdjan, mais de l'URSS. Donc, là où il y a matière à débat, Frédéric a raison, c'est que autour de la région délimitée, c'est-à-dire autonome du Haut-Karabakh, il y a ce qu'on appelle une zone tampon ou une sorte les fameux 7 districts en fait, qui appartenaient à l'Azerbaïdjan, que les Arméniens, que les forces locales arméniennes et pas l'armée de l'État arménien contrôlaient au titre d'une profondeur stratégique qui permettait de protéger, si vous voulez, le Karabakh des bombardements azéris. Alors, qu'est-ce qu'elles disent aussi ces résolutions? Parce qu'il faut les lire aussi. Elles ne présentent pas l'État arménien comme l'agresseur. C'est très important, parce que l'État arménien ne s'est pas engagé officiellement dans cette guerre. C'est une guerre entre des indépendantistes arméniens du Karabakh contre les Azéris, mais ce n'est pas une guerre interétatique entre Erevan et Bakou. Or, l'Azerbaïdjan veut présenter ce conflit comme une guerre entre un État agresseur, l'Arménie, qui a envahi l'Azerbaïdjan d'une partie, 20% si on compte le Karabakh, sinon c'est 12% donc de l'Azerbaïdjan. Et donc le Karabakh, en tant qu'entité juridique, en tant qu'État indépendant non reconnu par la communauté internationale, n'existe pas. Et dernier point pour répondre à Frédéric, c'est le 2 poids 2 mesures. Excuse-moi Frédéric, mais l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, droit à l'autodétermination. Donc c'est comme les Turcs qui vont réclamer le retour du Karabakh dans le giron de la mère patrie, tout en revendiquant le droit de Chypre Nord, qui est occupé illégalement par l'armée turque depuis 1974, à l'autodétermination. Donc c'est un débat excessivement complexe. Les enjeux juridiques sont complexes, mais il faut garder en tête, pour résumer, que vous avez 2 versions antinomiques du droit international qui s'opposent, droit à l'intégrité territoriale contre le droit à l'autodétermination. Et une seule raison, si on peut avancer un peu la discussion vers une possible solution, ce serait de reconnaître l'indépendance du Karabakh dans le cadre de ce qu'on appelle le droit à sécession-remède. C'est ce qui a été le cas pour le Timor oriental, pour le Kosovo, pour le Soudan du Sud. Oui. Oui, pardon Thierry, je partage évidemment quasiment tout ce qui a été dit par Tigran. On est dans une complexité internationale extrêmement puissante et profonde. Et c'est là où, précisément, Poutine a joué assez finement sur cette complexité pour soutenir l'Arménie, arrêter les combats, sans lâcher l'Azerbaïdjan pour intervenir en juge de paix. Et vous remarquerez que les combats se sont arrêtés, enfin, le cessez-le-feu a été signé, quand les forces de l'Azerbaïdjan ont achevé de reconquérir les 7 districts, c'est à peu près 8 à 9 000 km², qui à l'origine, au moment de la première guerre de 1991 à 1994, n'appartenaient pas directement au Haut-Karabakh. C'était des conquêtes des Arméniens du Karabakh en 93-94. Et donc, l'Azerbaïdjan avait un objectif, c'était la reconquête de ces terres perdues. Et donc, ils l'ont fait dans des conditions brutales, assez rapides et très efficaces. Et quand ils ont atteint cet objectif, peut-être qu'il y avait une autre phase dans la guerre de l'Azerbaïdjan, mais quand ils ont atteint cet objectif, Poutine a sifflé l'arrêt des combats. Et il a attendu, pour résoudre ce problème, que les Arméniens soient mis en déroute, que les Azéris reconquièrent ces territoires perdus, sans aller toucher au cœur même du Haut-Karabakh, à part la ville de Chouchi, qui est symboliquement, on pourra y revenir tout à l'heure, une perte très lourde, très forte, pas seulement sur le plan politique, historique, humain, mais aussi sur le plan culturel. C'est la première capitale du Haut-Karabakh, c'est un lieu sacré, si on peut dire, pour les Arméniens.
Le siège du diocèse, c'est le siège du diocèse de l'Église arménienne du Karabakh. Le siège du diocèse, voilà. Je voulais revenir en une minute, là, très rapidement, sur cette guerre quand même. Moi, je suis très surpris, comme observateur un peu militaire de tout ça, que les Arméniens n'aient pas vu venir ce qui se passait, n'aient pas vu venir l'implication progressive de la Turquie, très très forte, n'ait pas bien évalué les achats d'armement massifs par l'Azerbaïdjan ces toutes dernières années, n'ait pas vu venir cette mobilisation à la faveur de vraies fausses grandes manœuvres de l'été. Tout l'appareil militaire d'Azerbaïdjan s'est mis en route au cœur de l'été, comme pour faire des grandes manœuvres estivales. En réalité, c'était la montée en puissance de l'ordre de bataille azéri. Et très vite, les Azéris ont pris l'initiative, ont eu la supériorité aérienne, notamment grâce à ces fameux drones, et ils ont confiné les Arméniens du Karabakh dans une guerre qui pouvait être très, très efficace. C'est la guerre de tranchées, la guerre de partisans, de défendre les montagnes, mais qui a trouvé toutes ses limites à partir du moment où les Arméniens n'avaient plus la maîtrise du ciel. En dehors de la supériorité numérique, la supériorité des armements de l'Azerbaïdjan, il y a eu cette maîtrise du ciel à travers ces fameux drones turcs et israéliens qui ont interdit aux Arméniens de bouger et qui sont allés les déloger en les pilonnant de façon extrêmement précise sur leur point fort, c'est-à-dire ces fameuses tranchées, ces retranchements qui pouvaient leur servir à arrêter une vague blindée ou de fantassins azéris. Or, en réalité, la menace est venue du ciel et là, les Arméniens se sont retrouvés totalement démunis. Je précise pour les spectateurs que l'Azerbaïdjan, toutes ces dernières années, est le deuxième plus gros acheteur d'armes israéliennes après l'Inde, mais depuis 10 ans. L'Azerbaïdjan a acheté pour un peu plus d'1 milliard d'armes modernes, sophistiquées, à la Russie ces 10 dernières années. Tout cela, les Arméniens devaient le savoir, devaient le savoir. Ils l'ont négligé, comme le disaient nos débatteurs, ils n'ont pas vu que les choses à Moscou évoluaient, ils n'ont pas levé la tête de leur montagne, ils n'ont pas vu que le monde tournait et que leur pays s'enfonçait dans la crise, leur pays perdait sa capacité militaire, alors que leur principal adversaire devenait une grande puissance militaire à l'échelle du Caucase. Et puis s'il fallait donner des chiffres, le PIB de l'Azerbaïdjan, c'est 50 milliards de dollars. L'Arménie, aujourd'hui, c'est 10, 12, 13 milliards. La population en Azerbaïdjan, c'est 10 millions d'habitants. En Arménie, 3 millions. Et puis, vous appliquez ces rapports sur les armées, eh bien, dans tous les domaines, le rapport est en faveur de l'Azerbaïdjan de 3, 4, 5 ou 10 contre 1. L'Arménie, le Haut-Karabakh, ne pouvait rien faire face au rouleau compresseur azerbaïdjanais. Turco-azerbaïdjanais, précisons. L'Azerbaïdjan n'était pas seul. Alors, oui, l'armée turque était quand même aussi sur place, les forces spéciales turques et les djihadistes. Les Turcs ont été très présents. Les Turcs ont armé, effectivement les Azéris. Il y a une chose qui n'a pas été soutenue, bien clairement perçue. Les Turcs ont notamment entraîné les forces spéciales d'Azerbaïdjan. Ces forces spéciales sont allées s'entraîner en Turquie, dans les montagnes où les commandos turcs affrontent les Kurdes. Et là, à cet endroit-là, les forces spéciales azéries ont appris des techniques de combat en montagne, de combat commando, de type force spéciale, qu'ils ont appliquées dans les montagnes du Haut-Karabakh. Et là où les Arméniens étaient très forts dans cette guerre de montagne, eh bien, ils ont trouvé face à eux non seulement des armements très forts, on l'a dit, mais des combattants extrêmement bien entraînés et aguerris. Donc c'est vrai que les Turcs ont joué un rôle majeur, mais il ne faudrait pas que ce soutien turc et djihadiste sans doute aux Azéris cache les manquements même des Arméniens. Il faut qu'ils se regardent. Vous savez, j'ai retrouvé un proverbe que je trouve parfaitement adapté à cette affaire, un proverbe arménien qui dit « On n'éteint pas un incendie avec de la salive ». Or, les Arméniens, toutes ces dernières années, depuis 25 ans, se sont payés de mots, ont cru que par les discours, les proclamations, les célébrations des magnifiques combats de 91-94, eh bien, ils allaient s'en sortir. On n'arrête pas un incendie avec de la salive. Et l'incendie, ils l'ont eu, et aujourd'hui, ils ne peuvent que pleurer.
Alors, juste pour, tout ça est passionnant, mais juste pour avancer, il nous reste 10 minutes avant de laisser la parole à des questions. Je vous invite à répondre de façon assez brève pour qu'on avance sur les questions. Première question des dernières questions. Qu'est-ce que représente le Haut-Karabakh en termes d'enjeux économiques? Est-ce qu'il y a du gaz, du pétrole, ou s'agit-il simplement d'une question de territoire, d'identité presque? Je peux répondre? Oui, bien sûr. Au Karabakh, il n'y a pas de ressources naturelles, genre gaz ou pétrole, mais il y a des mines d'or. C'est un caillou stratégique dans la mesure où on est à une dizaine de kilomètres des grands tubes de gaz, de pétrole qui vont de la mer Caspienne vers Tbilissi en Géorgie, puis vers le port de Djéhan dans la mer Noire. Donc on est dans une zone aux marches des empires, le Caucase Sud, qui est un espace de friction, comme Frédéric l'a rappelé, qui est un précaré russe. Donc le Karabakh en soi n'est pas hyper stratégique, mais il est rattrapé par la mondialisation. Il est rattrapé par les enjeux qui se dessinent, et il faut sortir d'une vision arméno-azerbaïdjanaise. Les enjeux sont beaucoup plus vastes. Le Karabakh, c'est 3 guerres imbriquées. C'est une guerre entre l'Azerbaïdjan et les Arméniens. C'est une guerre froide turco-russe, condominium turco-russe. C'est aussi une guerre froide irano-israélienne. Donc tout ça fait beaucoup pour un petit peuple de 150 000 âmes. Voilà, donc je crois que le drame du Karabakh, c'est qu'il est mal situé. Oui, on peut dire, et très rapidement, le Karabakh, d'une certaine façon, est l'Alsace-Lorraine de l'Azerbaïdjan. Symboliquement, c'est très fort pour la souveraineté, pour la fierté azerbaïdjanaise. Quand on va là-bas, moi je me souviens très bien à Bakou, on nous en parlait, à nous les journalistes, c'était très important, alors que nous, journalistes français, le Karabakh, c'était loin, on ne connaissait pas bien l'histoire et ses rapports de force. Pour les Azéris, le Karabakh, c'est Alsace-Lorraine. Pour les Turcs… Les Arméniens aussi. Oui, non, mais… Et le problème, Frédéric, il y a une asymétrie aussi dans le discours de propagande. Tu disais tout à l'heure que les Arméniens se sont endormis sur leur laurier, qu'ils ont cultivé, si tu veux, cette histoire que cette guerre était gagnée, alors que c'est faux, elle n'était pas gagnée du tout, c'était un cessez-le-feu, ne l'oublions pas, la guerre n'est pas finie. Et les Azéris ont par contre entretenu une rhétorique haineuse, excessivement haineuse contre tout ce qui est arménien. Le nationalisme azerbaïdjanais, il n'est pas construit vis-à-vis des Russes ou des Arméniens, mais vis-à-vis de la haine contre les Arméniens. Il est structuré par ça, par cette haine, puisque les Arméniens ont coexisté dans cette région. À Bakou est une ville qui a été en grande partie peuplée d'Arméniens, de Juifs, de Russes et de Tatars, qui sont devenus plus tard les Azéris. Donc le nationalisme azerbaïdjanais, c'est un nationalisme hybride, puisque c'est une identité complexe qui appartient au monde perse, mais qui est turcophone, qui est chiite, mais qui a des relations difficiles avec l'Iran. Donc, une manière de forger cette identité, ce sentiment national fort, c'est le rejet de l'Arménien qui occupe le Karabakh et les régions autour. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a un tel déchaînement de haine qu'on voit non seulement sur le terrain, les massacres qui ont eu lieu par le passé, mais aussi sur les réseaux sociaux. Pour poursuivre, pardon Thierry, pour poursuivre Frédéric, je voudrais qu'on avance parce qu'il nous reste juste 5 minutes. Juste une seconde, ce que vient de dire Tigran est très juste, et j'ajoute que c'est très inquiétant de voir la Turquie s'impliquer dans cette affaire-là aussi fortement, parce que quand on sait ce que les Turcs ont fait aux chrétiens en Turquie, ont fait aux lieux religieux et culturels chrétiens, j'espère que les Azéris ne vont pas épouser toutes ces mauvaises habitudes criminelles des Turcs. Mais ils ont déjà fait, Frédéric, ils ont déjà fait. Alors, Vaé, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais dire que derrière tous ces habillages diplomatiques, ces principes d'intégrité territoriale, ces principes d'autodétermination, l'application de ces principes du droit international ne justifie pas l'usage de la force contre des populations civiles qui sont tranquilles. C'est l'Azerbaïdjan qui a déclenché la guerre, qui a voulu relancer le conflit sur le plan militaire plutôt que passer par les négociations. Savez-vous ce qui est en train de se passer là dans les jours qui sont en train de, devant la communauté internationale et les yeux du monde, après un accord qui ont été signés par les chancelleries, salués par l'ONU? Actuellement, dans les territoires donc occupés, qui vont retourner à l'Azerbaïdjan, les populations arméniennes qui occupaient, parce qu'elles ont été occupées, il y a des gens qui sont venus s'installer, il y avait des villages, il y a des villes entières qui sont en train d'être vidées. Les gens sont en train de partir actuellement, ils fuient, ils quittent parce que dans 3 jours, l'armée azerbaïdjanaise sera là-bas. Et dans 3 jours, les gens, là, il y a des vidéos qui circulent dans lesquelles on voit les gens en train de brûler leur maison.
actuellement. Et ça se passe devant nos yeux. Et personne ne dit rien. Et on trouve ça normal et on nous affiche des principes internationaux. On n'est pas dans le droit international, on est dans la violence de la guerre. C'est ça ce qui est en train de se passer actuellement. Il n'y a pas de droit, il y a que de la violence. C'est tout. Qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochains jours, Tigran? D'ici 3 jours, le 15 novembre, les Arméniens vont être obligés de rétrocéder en vertu de ce cessez-le-feu plusieurs territoires dans la zone tampon, notamment à Kelbadjar. Il se trouve que dans cette région de Kelbadjar, il y a un monastère du XIIIe siècle qui est un joyau du patrimoine religieux arménien, le monastère de Tativang, qui va se retrouver aux mains des Azyris. Quand on sait ce que les Azyris ont fait par le passé récent, je dis bien récent, dans des régions qu'ils contrôlent, je veux parler des cimetières médiévaux arméniens qui ont fait l'objet de destruction systématique, c'est un nouveau ethnocide, c'est un nouveau génocide culturel qui va se poursuivre puisque l'objectif des Azyris, c'est d'éradiquer toute trace de présence arménienne. Entendons-nous bien, ce que veulent les Azyris, c'est un Karabakh sans les Arméniens. Ce n'est pas la guerre des territoires, c'est un Karabakh vidé de ses Arméniens. Les Arméniens, quand ils se sont réveillés en 88 au Karabakh pour réclamer le rattachement à l'Arménie, c'est parce qu'ils ne voulaient pas revivre un autre exemple qui s'est produit par le passé. Je veux parler du Nakhichevan. Il faut qu'on montre la carte, ce serait bien, pour qu'on comprenne que cette enclave azerbaïdjanaise qui se trouve à l'ouest de l'Arménie, qui est coupée de l'Azerbaïdjan par le sud de l'Arménie, est une région qui était à relative majorité arménienne, à peu près 50% en 1918. Or, en 3 décennies, il y a eu un nettoyage ethnique à l'époque soviétique, puisque la population est passée de 50% à 0% dans les années 80. Et c'était le but des Azyris, et là il faut parler du panturquisme, c'est de réaliser la jonction entre le Nakhichevan et le reste de l'Azerbaïdjan en avalant ce couloir stratégique qui est la bande montagneuse du Zangezur, dans le sud de l'Arménie, qui est un couloir assez étroit, qui fait 20 km de large. Le but des Azyris et des Turcs dans cette affaire, c'est d'étouffer l'Arménie. Il faut bien comprendre une chose. Là, on ne parle pas de guerre de droit international entre deux États souverains. On parle de 2 États turco-azyris qui sont des États négationnistes, qui ne reconnaissent pas la réalité du génocide arménien et qui, à leurs yeux, l'Arménie est une sorte d'incongruité. L'Arménie en tant qu'État, je ne parle pas du Karabakh, l'Arménie et les Arméniens en général, le fait qu'il reste encore des Arméniens dans ce territoire historiquement arménien est une incongruité. Et c'est quelque chose que les chancelleries occidentales ne veulent pas comprendre ou ne peuvent pas comprendre. Alors très vite, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, si vous voulez bien répondre assez rapidement, est-ce que finalement ce n'est pas la grande victoire de la Turquie qui caresse le rêve de relier la mer Noire à la mer Caspienne avec ce corridor, qu'est-ce que vous en pensez, qui risque de relier le Nakhichevan à l'Azerbaïdjan? Et quand on regarde la carte de la région et qu'on voit l'Arménie coincée entre l'Azerbaïdjan, la Russie, la Turquie, l'Iran sans accès à la mer, est-ce que ce n'est pas, au-delà de la perte du Haut-Karabakh, une réalité terrible pour les années qui viennent pour l'Arménie? Très rapidement, ce n'est pas une grande victoire de la Turquie, c'est une victoire tactique dans une bataille qui se situe dans une longue durée. Si effectivement on n'arrête pas la Turquie, si effectivement l'Europe continue à être comme elle est aux abonnés absents, si aucun pays ne prend en compte tout ce qui a été dit à Ankara toutes ces dernières années et qui annonce ce qui est en train de se passer aussi bien pour la Méditerranée orientale que pour le Caucase, si personne ne tient tête à Erdogan, effectivement, à terme, on assistera dans cette région, sauf si la Russie met un point d'arrêt brutal à tout ça, on assistera à une épuration ethnique, religieuse et politique et disparaîtront, là encore, comme ça a été le cas en Turquie, comme c'est le cas en Irak et dans d'autres pays musulmans, on assistera à une éviction progressive des populations chrétiennes. Il y a la volonté de prendre les territoires, les richesses naturelles, mais aussi de supprimer la croix, la chrétienté, tout ce qui représente encore des espaces de liberté. Le Turc doit être arrêté. S'il ne l'est pas là, il y aura d'autres façons de l'arrêter plus tard, mais ce sera de plus en plus tard. Et comment comprendre l'attitude de l'OTAN, dont la Turquie est membre? Mais parce que l'OTAN ne peut pas intervenir dans une affaire comme ça. L'OTAN intervient par l'article 5 de sa charte quand un des États membres de l'Alliance est attaqué. Et donc, toute l'Alliance doit se mobiliser pour aller porter secours à cet État. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est un peu comme en Méditerranée orientale cet été, quand un bâtiment turc a illuminé, a menacé, disons, une frégate française.
c'était un acte d'hostilité manifeste, eh bien l'OTAN s'est tue, a essayé de calmer tout ça, a essayé de faire entendre raison à Erdogan, qui a sans doute souri dans le secret de son palais d'Ankara, parce que ça n'est pas allé très loin. Et là, dans cette affaire, ce n'était pas à l'OTAN de faire quoi que ce soit, elle ne pouvait pas. Et à la limite, surtout pas, parce que là, c'était une provocation à l'égard des Russes. Non, c'était, je pense, à l'Union européenne et aux grands pays de l'Union européenne de dire leur fait à Erdogan beaucoup plus fortement que ça n'a été fait. Macron a essayé, puis ça s'est vite calmé. On a entendu quelques aboiements et plus rien. Et puis l'Allemagne, du fait de sa relation avec la Turquie, n'a rien fait. Et l'ensemble de l'Union européenne, qui a besoin du pétrole et du gaz de la Caspienne, évite de provoquer l'Azerbaïdjan. Donc là aussi, c'est une guerre qui sent le pétrole et le gaz. Je voudrais vous poser une dernière question avant de laisser la parole à nos spectateurs. Que pensez du timing finalement qui est Excellent timing. Erdogan a profité. Juste pour finir ma question, Tigran, pardon. Pleine pandémie, pleine élection américaine. Voilà. Et puis aussi, proximité entre Trump et Erdogan qui a joué, puisque quand même Trump, c'est le grand copain d'Erdogan, il s'appelle 2 fois par semaine. Il y a une vraie pusillanimité, un vrai lâchage. Moi, je pense que l'OTAN, certes, ne s'est pas comportée comme une entité neutre, mais je pense que l'OTAN a vraiment fermé les yeux parce que c'est dans l'intérêt de l'OTAN de pousser la Russie dans ses retranchements. Puisqu'aux yeux de l'OTAN, la menace, c'est la Russie, c'est pas la Turquie, entendons-nous bien. Je veux dire, là, il y a un vrai, aussi, il y a un, et côté européen, on est en train de vivre la répétition des accords de Munich. Le Karabakh, c'est les Sudètes. On lâche le Karabakh à la proie à sa bête en attendant qu'on sera mangé en dernier. Merci à chacun d'entre vous. Je vous propose qu'on prenne maintenant 15-20 minutes pour répondre à des questions qui sont assez nombreuses. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Je vais vous les lire. Alors, une question de François Paillard. Pourquoi pendant toutes ces années pendant lesquelles l'Arménie avait obtenu des acquis territoriaux, n'a-t-elle pas cherché à négocier en gardant le Haut-Karabakh et un large corridor qui y mène en restituant des territoires azéris occupés? Vaïd, tu veux répondre? Non, Oui, vas-y. je peux y répondre à cette question. La nature de ce conflit remonte donc aux années 80, il remonte même bien avant, hein, mais remontons aux années 80 et reclassons-nous dans le contexte où il existait encore l'Union soviétique. À ce moment-là, ont commencé des manifestations au Karabakh qui ont plus tard débouché sur le conflit du Karabakh à partir des années 88-89. Pour déboucher sur une réelle guerre entre 1992 et 1994. Cette guerre a une origine, c'est la volonté des habitants du Karabakh de bénéficier d'un statut. Le statut, c'est ce qui est réclamé par les Arméniens du Karabakh. La question, c'est qu'effectivement, il y a eu des négociations, il y a eu un processus de paix, de négociation qui est conduit sous l'égide d'une organisation qui s'appelle l'OSCE, et du point de vue de ces négociations, devait aboutir à définir donc le statut du Karabakh en échange des territoires, c'est-à-dire de rendre ces territoires occupés aux autorités azerbaïdjanaises. Maintenant, les autorités azerbaïdjanaises ont récupéré ces territoires. Il reste la question du statut dans lequel les Arméniens du Karabakh n'ont pas grand-chose d'autre à négocier. Et l'Azerbaïdjan ne veut pas entendre parler d'indépendance du Karabakh ni de rattachement du Karabakh à l'Arménie, pour l'instant. Alors, une question de Baudouin. S'agissant de l'accord de défense entre la Russie et l'Arménie, celui-ci n'est-il pas limité au territoire de la République d'Arménie et ne comprend pas le Haut-Karabakh? Oui, c'est exact. Le territoire de l'Arménie est sanctuarisé par le système russe de défense. C'est pour ça qu'on comprend très bien que les Russes n'ont pas intervenu au Karabakh. Ce n'était pas le cas dans les années 90-92 où ce n'était pas du tout le même cas de figure, il n'y avait pas d'alliance, les rapports de force n'étaient pas les mêmes, mais le territoire de la République d'Arménie est considéré par Moscou comme un caillou stratégique et ils ont leur base, comme l'a rappelé Frédéric, dans le nord, et l'armée russe patrouille, garde la frontière entre l'Arménie et la Turquie et l'Arménie et l'Iran. Il faut bien comprendre une chose, pour la diplomatie russe, le Karabakh est une terre d'Azerbaïdjan, malgré tout ce qui s'est passé. Et donc,
Ils ne peuvent pas intervenir pour aller conquérir un territoire qui appartient à un autre pays. Ce n'est pas possible. Question de Martin. Y a-t-il une dimension religieuse à ce conflit? Faut-il y voir une dimension religieuse implicite? Elle est récente. Oui, il faut être prudent, elle est récente. Ouais. Elle est récente, elle tient à la politique affichée par le gouvernement d'Erdogan qui agite les musulmans contre les chrétiens, en tout cas qui l'agite verbalement en tout cas. Elle se base sur ces mercenaires djihadistes, enfin, je ne sais pas trop à quoi ils croient exactement, mais voilà. Maintenant, il faut savoir que ça a des limites parce que les Azeris sont majoritairement chiites, les Turcs sont sunnites, et puis les Arméniens sont des chrétiens d'Orient, hein, comme on dit, en tout cas, pas, évidemment, on n'est pas en Orient là, mais il y a beaucoup d'Arméniens en Syrie, en Liban, etc. Et ils ont un rapport tout à fait normal avec les musulmans en général. Et plutôt bon, l'Arménie considère qu'elle a des relations amicales, par exemple, avec l'Iran. Voilà, donc ça n'empêche pas du tout, la question religieuse ne rentre pas en ligne de compte a priori. Une question de Jean-Paul. Quid des accords de Minsk liant Russie, France et USA? Et j'ai envie de rajouter, est-ce que ce conflit ne signe pas la fin du groupe de Minsk? En 1992, l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, met en place un groupe de médiation. Plusieurs États, une dizaine d'États se regroupent, hein, Turquie, Grèce, etc. Et ce groupe est coprésidé par 3 grandes puissances, la France, les États-Unis et la Russie. Et c'est même un des rarissimes espaces de rencontres multilatérales entre où on voit Russes, Américains et Français qui travaillent ensemble. Or, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que Turcs et Russes se sont entendus sur le dos des Occidentaux pour écarter, et d'ailleurs c'était dans l'intérêt des Américains qui étaient complètement désengagés, puisque les Américains se désintéressent complètement du groupe de Minsk, hein, de l'administration de Trump. Les Français se retrouvent seuls, marginalisés. Le groupe de Minsk est plus qu'en état de mort cérébrale. Là, il est vraiment pour paraphraser notre président. Une question très intéressante d'Azniv, question douloureuse. Quel danger représente le couloir de passage entre la Turquie et l'Azerbaïdjan pour l'intégrité territoriale, voire même l'existence future de l'Arménie? Là, on a atteint une ligne rouge. Tu comprends, on atteint une ligne rouge parce que justement, il empiète la souveraineté de la République d'Arménie. C'est un corridor sur lequel vont transiter des biens, des marchandises entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. C'est un couloir hyper stratégique, non pas que pour les Turcs et les Azéris qui réalisent leurs dessins panturquistes, mais aussi pour les Occidentaux, les OTAN, qui vont avoir un accès direct à la mer Caspienne. Et puis, pour les Arméniens, c'est une preuve d'étouffement supplémentaire. L'idée, c'est vraiment d'étouffer encore plus l'Arménie et ils n'auront pas droit de regard sur ce couloir. Ce seront le FSB russe, non pas l'armée russe, mais le FSB russe, qui est encore pire, qui vont contrôler ce couloir. En contrepartie, l'Arménie aurait pu demander un autre couloir pour se désenclaver vers la mer Noire ou vers l'Iran. Or, à ma connaissance, elle ne l'a pas obtenu. Je pourrais rajouter quelque chose là-dessus en expliquant que depuis toutes ces années autour duquel il y a eu des négociations, beaucoup de variantes ont été proposées, et parmi lesquelles une option était effectivement la mise en place d'un corridor sous juridiction internationale à travers le sud de l'Arménie. Actuellement, ce qui s'est passé, c'est que ce conflit était inattendu et que, en fait, la résolution de ce conflit, pour la résolution rapide de ce conflit, là, ces accords qui ont été signés, on consiste finalement à refourguer tout ce qui a été discuté comme ça dans le désordre. Et donc, on ne sait pas du tout actuellement quel sera le statut juridique de ce corridor qui va être en sud de l'Arménie. Ce ne sera pas un territoire qui sera donné à l'Azerbaïdjan, certainement pas, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe, puisque de toute manière, rien n'est déterminé. Ce n'est pas des négociations qui ont abouti à cette solution, c'est une état de fait, c'est un diktat militaire, c'est une défaite militaire qui aboutit à cela. Donc, c'est le vainqueur qui impose des conditions, et pour cela, il utilise tous les habillages possibles qui peuvent exister. Il y a, je n'ai pas besoin de vous le dire, depuis toutes ces années, des kilomètres de dossiers qui ont été faits là-dessus. Donc, on a pris là-dedans ce qui pouvait. Voilà. Mais la solution n'est évidemment pas satisfaisante de ce point de vue-là. Mais on peut être sûr d'une chose quand même, puisque la Russie est le maître d'œuvre de cet accord de cessez-le-feu.
la Russie ne laissera pas les belligérants, notamment la Turquie, totalement maîtres dans cette région. La Russie va exercer un droit de regard militaire, policier, douanier, sur tout ce qui va transiter par le sud. Et la présence à la fois des 4000 soldats russes le long de la frontière turque entre l'Arménie et la Turquie, et la présence des soldats d'interposition, 2000 à peu près russes vers le Haut-Karabakh, ce seront autant de censeurs d'oreilles et d'yeux qui regarderont tout ce qui se passe. Et dans l'accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sous l'égide de la Turquie, de la Russie, on voit bien que la Russie va continuer à être présent à 100%, aussi bien à Erevan en Arménie qu'à Bakou en Azerbaïdjan. Ça, on peut en être sûr. Je ne vois pas Vladimir Poutine, son état-major et ses diplomates laisser le champ libre à la Turquie. Au contraire, la façon dont la Turquie a été contenue dans cet accord de cessez-le-feu est intéressante. Après, il faut tenir dans la durée parce que Erdogan ne s'arrêtera pas là, bien évidemment. Une question de Jean. On nous vend souvent Bakou et sa vitrine de modernité. L'Azerbaïdjan a mis en place une diplomatie dite de caviar. Quel est le vrai visage en réalité de l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan est un pays complexe, excessivement contrasté. Il est vrai qu'il y a une vitrine rutilante. Bakou représente une vitrine rutilante. Bakou s'est rêvé comme une sorte de Dubaï sur la Caspienne. La réalité est un peu plus nuancée puisque l'Azerbaïdjan est un pays dont le niveau de vie est à peine supérieur à celui de l'Arménie alors qu'ils ont un PIB bien plus important. Cela étant parce que la rente des hydrocarbures est très inégalement partagée puisque le pouvoir Aliyev et consort canalise tous les fruits de cette rente. Et en cela, la haine contre les Arméniens, la rhétorique belliqueuse, la guerre du Karabakh était un moyen de redorer le blason et d'acheter une sorte de paix sociale. N'oubliez pas que le pétrole d'Azerbaïdjan, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est beaucoup moins que le Golfe Persique. C'est-à-dire que les réserves déclarées de pétrole sont en cours d'épuisement d'ici 5 à 10 ans. Pour le gaz, c'est une autre affaire, mais on ne peut pas parler de l'Azerbaïdjan comme un État pétrolier. Donc, il y a de fortes inégalités entre Bakou et le reste du pays. C'est ce qu'on peut savoir, c'est ce que l'on sait. Par contre, il est vrai que l'Azerbaïdjan est un pays qui est fermé à l'information. C'est un pays qui est classé 166e sur 180 par Reporters sans frontières. Donc, c'est un pays où les journalistes ne peuvent pas travailler librement, où il y a une vraie chape de plomb. Cela étant, il est vrai que la question du Karabakh fait consensus dans la population. Et soit dit au passage, l'Azerbaïdjan est un pays aussi complexe au niveau ethno-confessionnel, puisque vous avez des minorités au nord et au sud qui sont à cheval entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Je parle des Lezgis, et au sud les Taliches, persanophones, qui sont assez opposés à cette guerre, qui ne voulaient pas aller à cette guerre contre les Arméniens et qu'on envoyait en première ligne. On a eu des témoignages, par exemple, d'opposants qui se plaignaient de ce fait. Donc, l'Azerbaïdjan est un pays qui reste encore très méconnu et qui, en Occident, pratique une diplomatie du caviar. Ça veut dire avec une diplomatie qui se base sur une grosse corruption du personnel politique, de la cité française, mais ailleurs aussi. On a des personnalités en France qui sont assez touchées par ce phénomène. Mais je crois qu'il y a un travail aussi de pédagogie qui doit être fait et qui est déjà fait par certaines ONG qui sont attentives sur ce problème. Alors, nous allons prendre deux dernières questions. Une question de Tania. Pourquoi la Géorgie a bloqué des transports, camions, avions, d'aide militaire ou d'aide humanitaire traversant son pays vers l'Arménie durant cette guerre? En théorie, elle annonçait qu'elle l'avait aussi bloqué vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Il faut voir que la position de la Géorgie est éminemment difficile. Elle ne peut évidemment pas prendre parti ni pour l'Arménie ni pour l'Azerbaïdjan. Et donc, elle a annoncé qu'elle avait bloqué les transports militaires. Bon, voilà, maintenant, effectivement, on a vu sur les réseaux passer des informations absolument invérifiables sur des passages de convois, d'avions turcs par le territoire géorgien, mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure de pouvoir en parler. Et deux dernières questions, finalement encore une autre, d'un spectateur anonyme. Vous avez abordé la puissance perse chiite sans réellement parler de son rôle dans ce conflit. Qu'en est-il? Quel est-il? Alors, l'Iran est un pays
qui est excessivement inquiet par ce qui se passe. L'Iran est un pays dont 20 millions, 18 à 20 millions de sa population elle-même est d'ethnie azérie. C'est très important. C'est-à-dire que il y a plus d'Azéris en Iran qu'en Azerbaïdjan. Tout le nord de l'Iran, en fait, c'est les ethnies azéries. Le propre guide de la révolution, l'ayatollah Khamenei lui-même est de mère azérie. Donc l'Iran est excessivement inquiète qu'il y ait un irrédentisme azéri qui pousse vers une séparation et une unité entre l'Azerbaïdjan du Nord, c'est-à-dire la République d'Azerbaïdjan, et tout l'Iran du Nord. Cela étant, il n'existe pas de mouvement irrédentiste politique azéri en Iran, en tout cas c'est très, très résiduel. L'Iran a observé une certaine neutralité bienveillante vis-à-vis des Arméniens lors de la première phase du conflit du Karabakh, parce que c'était dans son intérêt, ils se sentaient menacés par l'Azerbaïdjan du Nord. Or, ce qu'on a vu cette fois-ci, c'est que par la voix de ses représentants, de la diplomatie, etc., qu'ils penchaient clairement vers l'Azerbaïdjan. Cela étant, l'Iran ne veut pas d'un changement de statu quo non plus au détriment de l'Arménie. Elle ne veut pas perdre sa frontière avec l'Arménie. Pour elle, c'est très important aussi de garder cette frontière avec l'Arménie qui lui permet aussi de pouvoir avoir une voie de sortie vers le nord. Il faut préciser que l'Iran a mobilisé ses troupes à la frontière, a transporté des troupes, disposé ses troupes à la frontière de ces territoires donc disputés entre les deux parties. Pas moins, on a parlé de 100 000 hommes quand même à cette frontière, qu'elle a entamé un tour de négociation des capitales pour pouvoir proposer une médiation dans ce conflit. Et il se dit que cette médiation en fait avait pour but de proposer éventuellement une participation iranienne à une mission de maintien de la paix aux côtés de la Russie. Voilà. On n'en sait pas plus. L'Iran, c'est un pays très complexe. Ce que l'on sait, c'est qu'il semble qu'il y ait, non pas des désaccords, mais enfin que tout le monde ne dise pas exactement la même chose entre les différentes fractions du pouvoir iranien. Il y a un facteur aussi intéressant concernant l'Iran, c'est la présence d'Israël en Azerbaïdjan. C'est important parce que la coopération azérie-Israël, elle a plus de 10 ans maintenant, une quinzaine d'années. Et pour les Iraniens, c'est un vrai motif d'inquiétude parce que non seulement l'Azerbaïdjan achète des matériels militaires de haute technologie à Israël, mais on sait aujourd'hui que les missions d'hommes d'affaires ou de renseignement israéliennes se sont multipliées ces dernières années à Bakou, comme les missions américaines. Et pour l'Iran, le fait de savoir de mal évaluer ce que peut être cette présence israélienne et américaine au nord de sa frontière, c'est un vrai motif de préoccupation. Et il est probable que si cette coopération azerbaïdjanaise, israélienne se renforce, les Israéliens pourront installer, si ça n'est pas déjà fait, des centres d'écoute intéressants en direction de l'Iran. Et au-delà même des centres d'écoute, on peut imaginer dans la stratégie des uns et des autres qu'Israël pourra négocier ou a déjà négocié, là je ne le sais pas, des sortes de bases de départ destinées à des infiltrations vers l'Iran. Et ça, pour l'Iran, c'est un motif non seulement d'inquiétude, mais de mobilisation importante sur sa frontière nord. Si je peux préciser pour finir là-dessus, c'est que le guide suprême Khamenei a donc quand même dit tout à fait clairement qu'il ne tolérerait pas de présence, le moindre soupçon d'une présence israélienne dans ces territoires-là, réserver le droit d'intervenir. Et il faut qu'ils se réveillent parce que les Israéliens sont déjà présents, hein, clairement. Quand sur on les va territoires disputés là. Et les missions israéliennes, on les voit, c'est officiel. Ce sont des hommes d'affaires. Alors, une dernière question de Jean-Guy, qui est un de nos fidèles voyageurs. Finalement, l'Arménie n'est-elle pas tombée au champ d'honneur de la réelle politique? Ah oui, pour moi, incontestablement. J'ai parlé en préambule des rêves, des illusions. C'est une réalité. Alors, l'Arménie est un grand pays qui peut se relever. Et la façon dont Marina nous a parlé de son expérience là-bas en témoigne. Mais vous savez, là encore, quand on va en Arménie, évidemment, on écoute les chants arméniens, on lit leur littérature, on regarde des films, mais on se rend compte qu'il y a en permanence, dans le fond de l'histoire de l'Arménie, une tragédie qui se déroule.
Et dans l'hymne arménien, je crois qu'on parle de territoire perdu et que l'on lave le drapeau arménien avec ses propres larmes. Donc cette histoire de tragédie est permanente dans l'histoire de l'Arménie, et pour cause. Quand on sait ce qu'était l'Arménie il y a des siècles et ce que les Turcs et les puissances musulmanes leur ont fait subir, on peut comprendre que l'Arménie traverse des heures tragiques, mais encore une fois, il y a des ressources millénaires dans ce pays, et puis l'aide probablement de la Providence. Voilà, merci. Cette conférence débat touche à sa fin. Merci Vahe Termination, merci Frédéric Ponce, merci Tigrani Egavian. Un grand merci Marina Sargzian, direct de Yerevan. Je sais qu'il est très tard. Merci d'être resté parmi nous. J'espère que cette conférence débat vous a passionné, vous a intéressé. J'espère aussi que nous pourrons bientôt retourner découvrir ces magnifiques trésors architecturaux du patrimoine arménien, tous ces beaux monastères. Vous avez ici le monastère de Khor-Virap et le mont Ararat. Voilà, j'espère que cette conférence vous a passionné. Je vous invite à nous rejoindre jeudi prochain pour une conférence débat sur le Liban qui est au bord du chaos économique, social et politique. Je vous propose de regarder tout de suite un teaser de cette conférence. Alors, 19 novembre, 20h45 sur le Liban, mais ce sont également de nombreuses autres soirées confinement. Je vais vous proposer de regarder très rapidement nos prochaines soirées. Ça va arriver. Le 18 novembre, une soirée, alors je vais les prendre peut-être par thème, conférence débat. Donc le 19 novembre, le Liban est maintenant, avec Benoît de Blanpré, qui est le directeur de l'aide à l'Église en détresse, Antoine Assaf, qui est philosophe, le père Samer Nassif, qui est prêtre maronite, qui revient du Liban, et Frédéric Ponce, que vous connaissez un peu mieux ce soir. La Turquie, un rêve de grandeur, ce sera le 26 novembre, en partenariat avec la revue Conflit, avec Jean-Baptiste Noé, qui est le directeur de la revue Conflit, Aurélien Denisot, qui est Tancred Josserand, qui sont des spécialistes de la Turquie, et Patrice Sabater, qui revient de Turquie. Il a résidé pendant 1 an et demi à Istanbul et il a un témoignage concret de cette ville. Le 3 décembre, une conférence débat sur la Syrie. Quel destin pour la Syrie, avec en direct d'Alep, monseigneur Jean-Clément Jambard, Pierre Sabatier-Gara, qui est le président de l'association L'œuvre d'Orient, que grâce à vous, nous avons pu aider ce soir, et Frédéric Pichon, qui est un analyste géopoliticien, un spécialiste de la Syrie. Nous vous proposons également des soirées expériences pour mieux vivre, si je puis dire, ce confinement. Alors tout d'abord, mercredi 18 novembre avec Bernard Tolleg, qui est coach, qui accompagne des dirigeants, qui est un spécialiste en France de l'appreciative inquiry, un mot un peu barbare pour parler de la transformation positive et d'une orientation plutôt sur nos ressources plutôt que sur les problèmes à résoudre. Avec le père Bertrand Anville, une soirée risquée ou sécuriser ma vie. Voilà, comment réorienter peut-être sa vie en ce moment dans ces temps très troublés et instables quant à l'avenir. Nous vous proposons également plusieurs cycles soirées Art et Bible avec un parcours biblique autour de l'Exode. L'Exode raconte chacune de nos vies finalement, c'est l'histoire d'une libération. Et le premier module commencera le mardi 1er décembre avec Martine Henao qui est bibliste. Itinéraire de Noël avec François Mollier le jeudi 17 décembre, qui sera l'occasion de parcourir depuis Nazareth à Bethléem jusqu'à la fuite en Égypte, un parcours géographique et spirituel de la Sainte Famille. Voilà.
Encore une fois, ah oui, pardon, j'allais oublier, chaque soirée organisée, 10% du prix reversé à des associations. Grâce à vous, c'est notre engagement solidaire et nous soutenons plusieurs associations, l'Aide à l'Église en détresse, qui fait également un travail remarquable auprès des chrétiens d'Orient et d'ailleurs. L'œuvre d'Orient, je vous en ai parlé. Achalayan, qui est une association que je connais personnellement, qui me tient beaucoup à cœur. C'est une association qui est née il y a une trentaine d'années dans la spiritualité salésienne. Elle vient en aide aux enfants de Calcutta au départ et puis maintenant de toute l'Inde, des enfants parfois à 6 ans, 7 ans, 8 ans qui sont dans la rue tout seuls et qui, l'association, entre guillemets, les réapprivoise pour les scolariser et leur donner une chance dans la vie. Nous aiderons également le diocèse d'Alep à travers les œuvres de Monseigneur Jean Bart et l'hôpital de Bethléem que beaucoup de voyageurs et pèlerins qui sont venus avec nous en Terre Sainte connaissent. Voilà, alors vous pouvez vous inscrire effectivement sur notre site internet, Ictus Voyage, onglet soirée confinement. Encore une fois, un grand merci de nous avoir suivis, un grand merci à tous nos conférenciers. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit et j'espère à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.